C'est bien, il y a un peu plus de lumière. Merci beaucoup. Vous allez, mesdames et messieurs, échapper au défilement de slides. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais déclarer mes intérêts publics. J'ai piloté un chantier en tant que président de la Fondation de Beaulieu qui s'appelle les Halles Sud, qu'on a reconstruit en 2010 avec l'appui du bureau Pont 12 qui avait gagné le concours, avec l'appui de Tech Data, M. Briner puis M. Duré, j'ai beaucoup apprécié, avec une entreprise générale qui a fait, une plénière qui a fait un splendide travail. Et puis évidemment, j'avais quelques conseillers dans l'ombre, dont deux sont ici dans la salle, un travail pour moi et l'autre travaille aussi pour moi, mais sous mandat, Maître Olivier Redon. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, en vos titres, fonctions et spécialités, j'allais dire chers intervenants, accompagnants. Une fois n'est pas coutume, déjà je devrais dire que le parterre qui doit me faire face ce soir devrait être celui de représentants des communes, puisque mon discours s'adresse quand même un petit peu aux élus et aux élus sur la façon de manager un projet, mais je salue M. Ferrari qui a, je crois, une longue expérience en matière de parlement. Donc une fois n'est pas coutume, la SIA a accepté à ma demande de tenir une séance préparatoire pour le débat de ce soir. En vieux briscard de débat contradictoire, j'ai bien compris que tout ce qui se prépare à l'avance porte généralement ombrage à la spontanéité. Mais voilà, bien qu'issu de monde de la construction, mais que j'ai quitté il y a 45 ans, j'avais un réel besoin de sentir le langage des professionnels de la deuxième décennie du troisième millénaire, hors celui qui prévaut dans les relations bilatérales, mandant et mandataires. Je n'ai pas été déçu, et c'est le moins que l'on puisse dire. Alors que durant les 30 dernières glorieuses, l'architecte et parfois l'ingénieur dirigeaient la manœuvre, aujourd'hui, c'est devant un parterre de spécialistes que le maître de l'ouvrage doit faire face. Et comme il est le patron, c'est à lui que les professionnels demandent de trancher. Vous l'admettrez bien volontiers, c'est un peu, voire même beaucoup, le monde à l'envers. Dans le privé, le client a principalement le choix de la confiance. Mais dans le public, la confiance, c'est soit se remettre pieds et poings liés à ses mandataires, soit se faire accompagner à son tour de ses propres spécialistes. Alors, lorsqu'une demande de crédit est soumise à un parlement local, la discussion tourne immanquablement autour de la somme consacrée aux techniciens. Le débat de ce soir étant issu du rapport de la Cour des comptes sur les constructions scolaires, dont les conclusions ont sonné pour certains membres de la SIA comme une déclaration de guerre, et une remise en question de la compétence des autorités locales, sur le même bateau, permettez-moi quelques mots sur la construction de Belmont. C'est pas vilain. Dont le coup a donné du grain à moudre au chantre du Yaka, certains issus du niveau politique cantonal. Pour faire bref, sous prétexte de l'application du principe de l'économicité, la qualité de la construction doit s'incliner devant la réalité des moyens disponibles ou considérée comme telle. Finalement, peu importe la durabilité, pourvu que le prix ne fasse pas tousser. Dans ma commune, nous avons lancé en 2006 un projet d'abord minimaliste, car répondant aux besoins immédiats. Par chance pour nous, le concours a permis à un bureau d'architecture de nous amener à réfléchir non pas seulement à l'immédiateté, mais aussi et surtout à après-demain. Le risque pris par notre lauréat aura été payant pour lui et pour nos enfants. Il faut se rappeler que c'est dans cette même période que l'école, sous le vocable d'Armos, suivi de la future LEO, loi sur l'enseignement obligatoire, a posé ses jalons. Ceux-ci nous ont amenés à accepter de bouleverser le programme initial, avec pour conséquence de retarder la construction jusqu'à la votation en 2012 sur la LEO. Mais voilà, comment être sûr pour une municipalité de milice de faire juste
pour persuader son conseil communal de faire plus que casser sa tirelire. De vastes consultations ont été menées avec les instances en charge de l'enseignement obligatoire, totalement impliquées dans l'identification du programme des besoins scolaires. Pour notre malheur, ceux qui indiquent que les normes de construction ne sont pas aguerries dans cette discipline prévisionnelle et la personne de contact présentait quelques lacunes. Mais comme la chance sourit aux audacieux, un nouveau directeur d'établissement scolaire, arrivé alors que la construction était très avancée, nous a permis de rendre la future école Armos compatible. Il manquait bêtement dans le programme une salle de sciences et une bibliothèque, dont nous sentions, nous, le besoin, mais pas le premier répondant scolaire. Ces quelques propos liminaires démontrent bien que la science exacte n'existe pas, et sans des personnes visionnaires, le plus beau des projets peut se trouver pris en défaut, à moins d'avoir prévu des locaux sans affectation, ce qui était notre cas. Venons-en à la construction. Un architecte curieux et novateur, c'est un gage de succès, mais cela ne suffit pas. À moins d'un hasard validé par le souverain lors des élections, une municipalité n'est pas faite de personnes spécialisées dans les constructions à vocation publique. Nous sommes souvent issus du monde secondaire ou tertiaire, donc ouvriers, employés de commerce, parfois enseignants et plus rarement avocats ou ingénieurs. Par contre, une fois élus, nous sommes souvent considérés, comme le pape, comme des personnes ayant la science infuse, et tout faux pas, financier ou technique, provoque l'ire populaire. Tous des incapables, ces politiciens. Il y en a qui sont d'accord dans la salle. Pour se prémunir de ce reproche, il n'y a pas de miracle. Soit il existe au sein de l'administration communale une personne professionnelle apte à suivre le projet depuis son intention jusqu'à la construction, soit s'entourer d'un rameau. Lorsque vous avez la chance d'avoir au sein de votre équipe le spécialiste, vous êtes exempté des propos du café du commerce sur le coût du mandataire qui accompagne les mandataires. C'est la chance de Belmont d'avoir en son sein un chef de service nous ayant apporté une vaste expérience réussie des chantiers. Monsieur Gamboni, ici présent, plâtrier peintre avec maîtrise fédérale de formation, avait porté le patron de costume d'une entreprise tellement professionnelle que je ne la citerai pas. C'est donc sur lui que la municipalité s'est fortement appuyée pour réussir un chantier devisé à 15 millions, et dont le coût final a été respecté à 99,5%, inclus les oublis de nos répondants cantonaux. Mais comment faire pour bien faire si l'on n'a pas dans l'équipe une personne qui sait faire? Depuis plusieurs décennies, à la veille des élections, les futurs élus prônent le moins d'État, de lois et autres règlements pour prôner la responsabilité individuelle. Or, nul ne l'ignore, c'est exactement l'inverse qui fait loi, dans la prolifération déresponsabilise l'individu, mis sous cloche, je dirais même plus, sous tutelle. Il en va essentiellement de l'explosion du côté normatif, qui transforme le bon sens élémentaire en obligation contraignante, sans toujours mesurer la contradiction qui peut en découler. Mais rien ne sert de jouer à Calimero. La seule vocation pour les autorités passe par la mise en place d'une cellule de veille et d'anticipation. Les documents qui en sont issus permettent, ainsi qu'à leurs successeurs, d'appréhender au mieux les besoins futurs de leur communauté. Cela passe évidemment par un nice to have à soumettre en amont un mandataire apte à mettre le futur maître de l'ouvrage en garde sur les coûts induits de ses intentions. Ce même mandataire devrait être le futur BAMO, ne pouvant dès lors pas être soupçonné de vouloir gonfler la voilure lors de la mise en œuvre de la construction. Le choix est donc de ce BAMO déterminé. La mise au concours pour le choix du futur architecte devrait prévoir un mandat évolutif, responsabilisant les deux parties pour réussir la construction. Le lauréat serait ainsi récompensé pour les économies dont il serait le porteur. Et pour assurer la pleine réussite de cette action participative, le maître de l'ouvrage doit aussi pouvoir compter sur de réelles compétences en matière de marché public de l'architecte, des ingénieurs et du BAMO. Petite parenthèse, nous avons reçu à Belmont il y a une quinzaine de jours des étudiants en architecture et en génie civil de Genève et d'Yverdon, et j'ai été frappé à quel point
cette discipline d'apprendre ce qu'est les marchés publics n'est enseignée que, je dirais, entre la poire et le fromage. Les professeurs présents ont dit, oui, c'est vrai, on pourrait peut-être densifier un peu cette matière. Des gros efforts sont faits par la SIA pour former ses membres, mais le chemin à parcourir est encore long pour que l'autorité puisse dormir sur ses deux oreilles. Et pour elle, la Fédération vaudoise des entrepreneurs a aussi mis en place une cellule de veille que je ne peux que vivement conseiller de consulter. Là, je m'adresse évidemment aux élus, quoique les architectes ont le droit de les appeler. Restent les méga chantiers où l'appel à un avocat 100% spécialisé en matière de marché public est indispensable. La question de savoir qui paye qui est impérativement à convenir à l'avance. Il en va de la paix des ménages. Et pour conclure, je ne peux que recommander aux municipalités d'anticiper largement tout projet de construction, que ce soit un bâtiment ou des travaux publics, de manière à laisser suffisamment de temps à une claire définition des besoins. Consulter, visiter, partager ses avis, associer de manière participative le plus en amont possible au conseil communal, informer aussi la population des intentions, voilà la clé du succès. Enfin, se montrer réaliste sur l'estimation des coûts, en évitant de les minimiser pour ne pas déplaire à la vox populi. Et enfin aussi pour faire appel à un mandataire, si possible futur BAMO, dont la recommandation financière devrait intégrer une marge de plus ou moins 33%. Voilà, c'est l'expérience d'un syndic. À Belmont, ça a extrêmement bien fonctionné. À Beaulieu aussi, je salue la présence du président du comité de direction du CIGM, qui subit ma présence en tant qu'invité. Je t'amène mon expertise politique milicienne. Cher Jean-Jacques Schmitt. Je vous remercie de votre attention.